Il n'est guère de famille, pour peu qu'elle puisse remonter à 4 générations, qui ne prétende avoir des droits sur quel titre en sommeil, ou bien sur quelque château ou domaine, des droits qui ne sauraient être soutenus devant un tribunal, mais qui flattent l'imagination et qui écourtent les heures d'oisiveté. Les droits qu'un homme a sur son propre passé sont plus précaires encore. Stevenson, un chapitre sur les rêves. C'était l'époque où les tournées théâtrales ne parcouraient pas seulement la France, la Suisse et la Belgique, mais aussi l'Afrique du Nord. J'avais 10 ans, ma mère était partie jouer une pièce en tournée et nous habitions, mon frère et moi, chez des amis à elle, dans un village des environs de Paris. Une maison d'1 étage, à la façade de lierre. L'une de ses fenêtres en saillie, que les Anglais nomment bow windows, prolongeait le salon. Derrière la maison, un jardin en terrasse. Au fond de la première terrasse du jardin était cachée sous des clématites la tombe du docteur Guillotin. Avait-il vécu dans cette maison? Y avait-il perfectionné sa machine à couper les têtes? Tout en haut du jardin, 2 pommiers et un poirier. Les petites plaques d'émail, accrochées par des chaînettes d'argent au carafon de liqueur dans le salon, portaient des noms: Isara, Chéri, Curaçao. Le chèvrefeuille envahissait la margelle du puits, au milieu de la cour qui précédait le jardin. Le téléphone était posé sur un guéridon, tout près de l'une des fenêtres du salon. Un grillage protégeait la façade de la maison, légèrement en retrait de la rue du docteur Dordaine. Un jour, on avait repeint le grillage après l'avoir couvert de minium. Était-ce bien du minium, cet enduit de couleur orange qui reste vivace dans mon souvenir? La rue du docteur Dordaine avait un aspect villageois, surtout à son extrémité. Une institution de bonnes sœurs, puis une ferme où l'on allait chercher du lait, et plus loin, le château. Si vous descendiez la rue sur le trottoir de droite, vous passiez devant la poste. À la même hauteur, du côté gauche, vous distinguiez, derrière une grille, les serres du fleuriste, dont le fils était mon voisin de classe. Un peu plus loin, sur le même trottoir que la poste, le mur de l'école Jeanne d'Arc, enfoui sous les feuillages des platanes. En face de la maison, une avenue en pente douce. Elle était bordée à droite par le temple protestant et par un petit bois dans les forêts duquel nous avions trouvé un casque de soldat allemand, à gauche par une demeure longue et blanche à fronton, avec un grand jardin et un saule pleureur. Plus bas, mitoyenne de ce jardin, l'auberge Robin des Bois. Au bout de la pente et perpendiculaire à elle, la route. Vers la droite, la place de la gare, toujours déserte, sur laquelle nous avons appris à faire du vélo, et dans l'autre sens,
vous longiez le jardin public. Sur le trottoir de gauche, un bâtiment avec une galerie de béton où se succédaient le marchand de journaux, le cinéma et la pharmacie. Le fils du pharmacien était l'un de mes camarades de classe. Et une nuit, son père s'est tué en se pendant à une corde qu'il avait attachée à la terrasse de la galerie. Il paraît que les gens se pendent en été. Les autres saisons, ils préfèrent se tuer en se noyant dans les rivières. C'était le maire du village qui l'avait dit aux marchands de journaux. Ensuite, un terrain désert, où se tenait le marché chaque vendredi. Quelquefois s'y dressait le chapiteau d'un cirque ambulant et les baraques d'une fête foraine. Vous arriviez devant la mairie et le passage à niveau. Après avoir franchi celui-ci, vous suiviez la grande rue du village qui montait jusqu'à la place de l'église et au monument aux morts. Pour une messe de Noël, nous avions été, mon frère et moi, enfants de chœur dans cette église. Il n'y avait que des femmes dans la maison où nous habitions tous les deux. La petite Hélène était une brune d'une 40aine d'années, avec un front large et des pommettes. Sa très petite taille nous la rendait proche. Elle boitait légèrement à cause d'un accident du travail. Elle avait été écuyère puis acrobate, et cela lui donnait du prestige à nos yeux. Le cirque, que nous avions découvert, mon frère et moi, un après-midi à Medrano, était un monde dont nous voulions faire partie. Elle nous avait dit qu'elle n'exerçait plus son métier depuis longtemps et elle nous montrait un album où étaient collées des photos d'elle en tenue d'écuyère et d'acrobate et des pages de programmes de music-hall qui mentionnaient son nom, Hélène Toche. Souvent je lui demandais de me prêter cet album pour que je puisse le feuilleter dans mon lit avant de m'endormir. Elle formait un curieux trio, elle, Annie et la mère d'Annie, Mathilde F. Annie était une blonde aux cheveux courts, le nez droit, le visage doux et délicat, les yeux clairs. Mais quelque chose de brutal dans son allure contrastait avec la douceur du visage, peut-être à cause du vieux blouson de cuir marron, un blouson d'homme, qu'elle portait sur des pantalons noirs très étroits pendant la journée. Le soir, elle s'habillait souvent d'une robe bleu pâle, serrée à la taille, par une large ceinture noire, et je la préférais comme ça. La mère d'Annie ne lui ressemblait pas. Était-elle vraiment sa mère? Annie l'appelait Mathilde. Des cheveux gris en chignon, un visage dur, toujours habillée de sombre, elle me faisait peur, elle me semblait vieille, pourtant elle ne l'était pas. Annie avait 26 ans à l'époque et sa mère la 50aine. Je me souviens des camées qu'elle agrafait à son corsage. Elle avait un accent du Midi que j'ai retrouvé plus tard chez les natifs de Nîmes. Annie, elle, n'avait pas cet accent, mais comme mon frère et moi, celui de Paris. Chaque fois que Mathilde s'adressait à moi, elle m'appelait l'imbécile heureux. Un matin que je descendais de ma chambre pour prendre le petit déjeuner, elle m'avait dit comme d'habitude « Bonjour, imbécile heureux ». Je lui avais dit « Bonjour, madame ». Et après toutes ces années, je l'entends encore me répondre de sa voix sèche à l'accent de Nîmes. « Madame, tu peux m'appeler Mathilde, imbécile heureux ». La petite Hélène, sous sa gentillesse, devait être une femme d'une trempe d'acier. J'ai su plus tard qu'elle avait fait la connaissance d'Annie quand celle-ci avait 19 ans. Elle exerçait un tel ascendant sur Annie et sur sa mère Mathilde F. que les deux femmes étaient parties avec elle, abandonnant Monsieur F.
Un jour certainement, le cirque où travaillait la petite Hélène s'est arrêté dans un bourg de province où vivaient Annie et sa mère. Annie était assise près de l'orchestre, et les trompettes ont annoncé l'arrivée de la petite Hélène qui montait sur un cheval noir au carapaçon d'argent, ou bien je l'imagine là-haut sur le trapèze, se préparant au triple saut périlleux. Et Annie la rejoint après le spectacle dans la roulotte que la petite Hélène partage avec la femme serpent. Une amie d'Annie F. venait souvent à la maison. Elle s'appelait Frédé. Aujourd'hui, à mes yeux d'adulte, elle n'est plus qu'une femme qui tenait dans les années 50 une boîte de nuit rue de Ponthieu. À cette époque, elle paraissait avoir le même âge qu'Annie, mais elle était un peu plus vieille, environ 35 ans. Une brune aux cheveux courts, au corps gracile, au teint pâle. Elle portait des vestes d'homme serrées à la taille que je croyais être des vestes de cavalière. L'autre jour, chez un bouquiniste, je feuilletais un vieux numéro de la Semaine à Paris, datant de juillet 1939, où étaient indiqués les programmes des cinémas, des théâtres, des music-halls et des cabarets. J'ai eu la surprise de tomber sur une minuscule photo de Frédé. À 20 ans, elle animait déjà une boîte de nuit. J'ai acheté ce programme un peu comme on se procure une pièce à conviction, une preuve tangible que vous n'avez pas rêvé. Il y est écrit « La Silhouette, 58 rue Notre-Dame de Lorette, Montmartre, TRI 6474. Frédé présente, de 22h à l'aube, son cabaret dancing féminin, rentrée de Suisse, du célèbre orchestre Don Mario, le guitariste Isidore Langlois, Betty et The Nice Boys. Et je retrouve fugitivement l'image que nous avions de Frédé, mon frère et moi, lorsque nous la voyions dans le jardin de la maison au retour de l'école. Une femme qui appartenait au monde du cirque, comme la petite Hélène, et que ce monde nimbait de mystère. Il ne faisait aucun doute pour nous que Frédé dirigeait un cirque à Paris, plus petit que Medrano, un cirque sous un chapiteau de toile blanche, qui s'appelait le Carol's. Ce nom revenait souvent dans la bouche d'Annie et de Frédé, Carol's, la boîte de nuit rue de Ponthieu. Mais je voyais le chapiteau blanc et rouge et les animaux de la ménagerie, dont Frédé, avec sa silhouette mince et ses vestes cintrées, était la dompteuse. Quelquefois le jeudi, elle accompagnait son neveu à la maison, un garçon de notre âge. Et nous passions l'après-midi à jouer tous les trois ensemble. Il en savait beaucoup plus long que nous au sujet du Carol's. Je me souviens d'une phrase sibylline qu'il nous avait dite et qui éveille encore en moi un écho. Annie a pleuré toute la nuit au Carol's. Peut-être avait-il entendu cette phrase dans la bouche de sa tante, sans la comprendre. Quand celle-ci ne l'accompagnait pas, nous allions le chercher, mon frère et moi, le jeudi, à la gare, au début de l'après-midi. Nous ne l'appelions jamais par son prénom que nous ignorions, nous l'appelions le neveu de Frédé. Elles ont engagé une jeune fille pour venir me chercher à l'école et s'occuper de nous. Elle habitait à la maison dans la chambre voisine de la nôtre. Elle coiffait ses cheveux noirs en un chignon très strict, et ses yeux étaient d'un vert si clair qu'il lui donnait un regard transparent. Elle ne parlait presque pas. Son silence et ses yeux transparents nous intimidaient, mon frère et moi. Pour nous, la petite Hélène, Frédé et même Annie appartenaient
au monde du cirque, mais cette silencieuse jeune fille aux chignons noirs et aux yeux pâles était un personnage de conte. Nous l'appelions Blanche-Neige. Je garde le souvenir des dîners où nous étions tous réunis dans la pièce qui servait de salle à manger et qui était séparée du salon par le couloir de l'entrée. Blanche-Neige était assise au bout de la table, mon frère à sa droite et moi à sa gauche. Annie se tenait à côté de moi, la petite Hélène en face et Mathilde à l'autre bout de la table. Un soir, à cause d'une panne d'électricité, la pièce était éclairée par une lampe à huile posée sur la cheminée et qui laissait autour de nous des zones de pénombre. Les autres l'appelaient Blanche-Neige, comme nous, et quelquefois ma biche. Elle la tutoyait, et une intimité s'était bientôt établie entre elles, puisque Blanche-Neige aussi les tutoyait. Je suppose qu'elles avaient loué cette maison, à moins que la petite Hélène en fût la propriétaire, car elle était bien connue parmi les commerçants du village. Peut-être la maison appartenait-elle à Frédé. Je me souviens que Frédé recevait beaucoup de courriers rue du docteur Dordaine. C'était moi, chaque matin avant l'école, qui cherchais les lettres dans la boîte. Annie allait presque tous les jours à Paris dans sa 4 chevaux beige. Elle rentrait très tard et quelquefois elle restait absente jusqu'au lendemain. Souvent, la petite Hélène l'accompagnait. Mathilde ne quittait pas la maison. Elle faisait les courses. Elle achetait un magazine qui s'appelait Noir et Blanc et dont les numéros traînaient dans la salle à manger. Je les feuilletais le jeudi après-midi quand il pleuvait et que nous écoutions une émission pour les enfants à la radio. Mathilde m'arrachait des mains Noir et Blanc. « Ne regarde pas ça, imbécile heureux, ce n'est pas de ton âge. » Blanche-Neige m'attendait à la sortie de l'école avec mon frère, qui était encore trop jeune pour commencer les études. Annie m'avait inscrit à l'école Jeanne d'Arc, tout au bout de la rue du docteur Dordaine. La directrice lui avait demandé si elle était ma mère et elle avait répondu « oui ». Nous étions tous les deux assis devant le bureau de la directrice. Annie portait son vieux blouson de cuir et un pantalon de toile bleue délavé qu'une amie à elle qui venait parfois à la maison, Zina Rachevski, lui avait ramené d'Amérique. Un blue jean. On en voyait peu en France à cette époque. La directrice nous considérait d'un air méfiant. « Il faudra que votre fils mette une blouse grise pour la classe, avait-elle dit, comme tous ses autres petits camarades. » Sur le chemin du retour, le long de la rue du docteur Dordaine, Annie marchait à côté de moi et elle avait posé sa main sur mon épaule. Je lui ai dit que j'étais ta mère parce que c'était trop compliqué de lui donner des explications. Tu es d'accord, hein, Patoche ? Moi, je pensais avec curiosité à cette blouse grise qu'il faudrait que je porte, comme tous mes autres petits camarades. Je ne suis pas restée longtemps élève à l'institution Jeanne d'Arc. Le sol de la cour de récréation était noir à cause du mâche-fer, et ce noir s'harmonisait bien avec l'écorce et les feuillages des platanes. Un matin, pendant la récréation, la directrice s'est dirigée vers moi et m'a dit « Je voudrais voir ta mère, demande-lui de venir cet après-midi au début de la classe. » Elle me parlait, comme d'habitude, d'une voix sèche. Elle ne m'aimait pas. Qu'est-ce que je lui avais fait ? À la sortie de l'école, Blanche-Neige et mon frère m'attendaient. « Tu as une drôle de tête, a dit Blanche-Neige. Ça ne va pas ?» Je lui ai demandé si Annie était à la maison.
je n'avais qu'une peur, qu'elle ne soit pas rentrée de Paris pendant la nuit. Par chance, elle était rentrée, mais très tard. Elle dormait encore dans la chambre au bout du couloir dont les fenêtres ouvraient sur le jardin. « Va la réveiller » m'a dit la petite Hélène, à qui j'avais expliqué que la directrice de l'école voulait voir ma mère. J'ai frappé à la porte de sa chambre, elle ne répondait pas. La phrase mystérieuse du neveu de Frédé m'est revenue en mémoire. Annie a pleuré toute la nuit aux Carrolls. Oui, elle dormait encore à midi parce qu'elle avait pleuré toute la nuit aux Carrolls. J'ai tourné la poignée de la porte et j'ai poussé celle-ci lentement. Il faisait jour dans la chambre. Annie n'avait pas tiré les rideaux. Elle était allongée sur le grand lit, tout au bord de celui-ci, et elle aurait pu tomber d'un instant à l'autre. Pourquoi ne se mettait-elle pas au milieu du lit? Elle dormait, le bras ramené sur son épaule, comme si elle avait froid, et pourtant elle était tout habillée. Elle n'avait même pas enlevé ses chaussures, et elle portait son vieux blouson de cuir. Je lui ai secoué doucement l'épaule, elle a ouvert les yeux, et elle m'a regardé en fronçant les sourcils. « Ah, c'est toi, Patoche !» Elle faisait les 100 pas sous les platanes de la cour de la récréation avec la directrice de l'institution Jeanne d'Arc. La directrice m'avait dit de les attendre dans la cour pendant qu'elle parlait. Mes camarades étaient rentrés en classe à la sonnerie de 2h moins 5 et je les regardais, là-bas, derrière les carreaux, assis à leur pupitre, sans moi. J'essayais d'entendre ce qu'elle disait, mais je n'osais pas me rapprocher d'elle. Annie portait son vieux blouson de cuir sur une chemise d'homme. Et puis elle a laissé la directrice et elle a marché vers moi. Nous sommes sortis tous les deux par la petite porte percée dans le mur qui donnait sur la rue du docteur Dordaine. « Mon pauvre Patoche, ils t'ont renvoyé. » J'avais envie de pleurer, mais en levant la tête vers elle, j'ai vu qu'elle souriait et cela m'a rassurée. « Tu es un mauvais élève, comme moi. » Oui, j'étais rassurée qu'elle ne me gronde pas, mais un peu surpris tout de même que cet événement qui me semblait grave la fasse sourire, elle. « Ne t'inquiète pas, mon vieux Patoche, on va t'inscrire dans une autre école. » Je ne crois pas avoir été plus mauvais élève qu'un autre. La directrice de l'institution Jeanne d'Arc s'était sans doute renseignée sur ma famille, elle avait dû s'apercevoir qu'Annie n'était pas ma mère. Annie, la petite Hélène, Mathilde et même Blanche-Neige, drôle de famille. Elle avait craint que je sois un dangereux exemple pour mes camarades de classe. Qu'aurait-on pu nous reprocher? D'abord le mensonge d'Annie. Il avait peut-être attiré tout de suite l'attention de la directrice. Annie paraissait plus jeune que son âge, et il aurait mieux valu qu'elle dise qu'elle était ma grande sœur. Et puis, son blouson de cuir et surtout ce blue jean délavé, si rare à l'époque. Rien à reprocher à Mathilde, une vieille dame comme les autres, avec ses vêtements sombres, son corsage, son camé et son accent de Nîmes. En revanche, la petite Hélène s'habillait quelquefois d'une drôle de manière quand elle nous emmenait à la messe ou chez les commerçants du village, un pantalon de cheval avec des bottes, des chemisiers aux manches bouffantes et serrées aux poignets, un fuseau de ski noir ou même un boléro incrusté de nacre. On devinait qu'elle avait été son ancien métier. Et pourtant, le marchand de journaux et le pâtissier semblaient bien l'aimer. Il lui disait toujours avec beaucoup de politesse « Bonjour, mademoiselle Toche. Au revoir, mademoiselle Toche. Et pour mademoiselle Toche, ce sera... » Et que pouvait-on reprocher à Blanche-Neige? Son silence, son chignon noir et ses yeux transparents inspiraient le respect. La directrice de l'institution Jeanne d'Arc se demandait certainement pourquoi cette jeune fille venait me chercher à la sortie de l'école et non pas ma mère, et pourquoi je ne rentrais pas tout seul à la maison comme mes autres petits camarades. Elle devait penser que nous étions riches, qui sait. Il avait suffi que la directrice voie Annie pour qu'elle éprouve de la méfiance envers nous. Moi-même, j'avais surpris un soir quelques bribes d'une conversation entre la petite Hélène et Mathilde
Annie n'était pas encore rentrée de Paris dans sa 4 chevaux et Mathilde paraissait inquiète. « Elle est capable de tout, » avait dit Mathilde d'un air pensif. « Vous savez bien, Linou, que c'est une tête brûlée. »« Elle ne peut pas faire quelque chose de grave, » avait dit la petite Hélène. Mathilde était restée un moment silencieuse et elle avait dit « Vous comprenez, Lino, vous avez quand même de drôles de fréquentations. » Le visage de la petite Hélène s'était durci. « De drôles de fréquentations ? Qu'est-ce que vous voulez dire, Tilda ?» Elle avait une voix sèche que je ne lui connaissais pas. « Ne vous fâchez pas, Linou, » avait dit Mathilde avec un air craintif et docile. Ce n'était plus la même femme que celle qui me traitait d'imbécile heureux. À partir de ce jour-là, j'ai pensé qu'Annie, pendant ses absences, ne consacrait pas seulement son temps à pleurer toute la nuit aux Carrolls. Elle faisait peut-être quelque chose de grave. Plus tard, quand j'ai demandé ce qui s'était passé, on m'a répondu quelque chose de très grave. Et c'était comme l'écho d'une phrase que j'avais déjà entendue. Mais ce soir-là, l'expression « tête brûlée » m'inquiétait. J'avais beau regarder le visage d'Annie, je n'y trouvais que douceur. Derrière ses yeux limpides et sourires, il y avait donc une tête brûlée